Bonjour, aujourd'hui on se penche sur Claro, Claire Cottrell. Ça part d'une question d'auditeur en fait. Un fan de Mac Miller qui cherchait un son pour apaiser son anxiété et qui a découvert Charm. Du coup, il voulait en savoir plus. Oui, c'est une bonne porte d'entrée. Alors pour comprendre son parcours, on a regardé un peu partout, Reddit, des articles, des critiques. L'idée, c'est de voir comment elle est passée de phénomène viral à artiste confirmé. Et les discussions que ça génère aussi. Exactement. Surtout sur la manière dont elle a émergé dans l'industrie. Bon, alors commençons par le début. Elle publie des morceaux très jeunes, genre 13 ans, mais le vrai truc, c'est Pretty Girl en 2017. Ah oui, la fameuse vidéo YouTube. Carrément. Très simple, faite à la maison, hyper représentative du bedroom pop de l'époque, quoi. Elle disait vouloir juste s'amuser, avoir l'air dégueulasse sans s'en soucier. C'est ça. Cette esthétique lo-fi, basse fidélité. C'était un choix, pas un défaut. Une recherche d'authenticité, de son brut. Et ça a marché. Ça a cartonné même. Du coup, elle signe chez Fader Label, cofondé par John Coco, qui, on l'apprendra plus tard, est un ami de son père, Geoff Cottrell. Un nom dans le marketing, notamment chez Converse. Un détail, mais qui a son importance. On y reviendra, oui. Juste après ce buzz, elle sort un EP Diary 001 en 2018. Et puis en 2019, c'est Immunity. Son premier vrai album studio. Et là, il y a un changement. Produit avec Rostam Betmanglij, l'ex-Vampire Weekend. Le son est plus travaillé, plus poli, on sent la production. Mais ça reste très personnel, non? Tout à fait. Elle explore l'identité, l'amour, la santé mentale. Il y a Bags et surtout Sofiania, qui est même entrée au Billboard Hot 100. C'est un vrai tournant. L'album est super bien reçu par la critique. Mais elle ne s'arrête pas là. En 2021, Sling, coproduit par Jack Antonoff cette fois. Et là, encore une autre direction. Beaucoup plus folk, soft rock, inspiration années 70. C'est plus introspectif. L'album marche bien, top 20 Billboard, mais il divise un peu plus les fans, j'ai l'impression. Ah oui, comment ça? Certains adorent cette maturité, ce côté plus posé, plus arrangé. D'autres trouvent ça peut-être moins direct, moins accrocheur que Immunity. Il y a une comparaison qui revient souvent avec Elliott Smith pour cet album. D'accord. Moins bedroom pop, plus sophistiqué, quoi. C'est un peu le débat, oui. Évolution naturelle ou rupture avec l'authenticité des débuts, chacun voit ça différemment. Et on arrive à Charne, sorti en 2024. L'album qui a interpellé notre auditeur. Celui-là, elle l'a autoproduit. Oui, et il est décrit comme délicat, organique dans cette lignée soft rock. Il a même été nommé aux Grammys comme meilleur album alternatif. Et sur Reddit, beaucoup disent que c'est leur préféré. On comprend pourquoi, avec cette ambiance douce, ça ait pu toucher quelqu'un qui cherchait justement quelque chose d'apaisant. Exactement. Si on regarde le parcours global, on passe d'un son très brut, fait maison, à des productions de plus en plus complexes, recherchées. Elle navigue entre l'indie pop, le lo-fi, le bedroom pop. On cite John Mitchell, Carole King comme influence. On la compare parfois à Lana Del Rey, Wise Blood. Les fans recommandent souvent des artistes comme Biba Doobie, Faye Webster, Phoebe Bridgers. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les fans sont engagés. Sur Reddit, les débats sur le meilleur album sont passionnés. Charm, Immunity reviennent souvent. Mais Sling a aussi ses défenseurs acharnés. Le conseil général, c'est d'écouter toute sa discographie pour se faire une idée. Voilà. Et il n'y a pas que la musique qui fait débat. L'étiquette en concert aussi. Certains se plaignent que les gens parlent pendant les premières parties ou que tout le monde filme avec son téléphone. Ça casse un peu l'ambiance apparemment. Mais la discussion la plus tenace, c'est celle sur ses débuts et cette histoire de connexion familiale. Le népotisme, quoi. Oui, ça a surgi assez vite après Pretty Girl. Est-ce que le fait que son père soit un cadre influent, ami du cofondateur du label, a joué? Est-ce que ça a facilité sa signature, sa visibilité, genre faire la première partie de Tyler, the Creator ou... Au début, elle avait un peu balayé ça en parlant de sexisme. Oui. Puis plus tard, dans une interview pour Rolling Stone en 2021, elle a été plus nuancée. Elle a reconnu avoir eu des privilèges, que ça avait rendu les choses plus faciles, notamment pour signer un contrat sans avoir la pression financière, mais elle maintient que c'est Pretty Girl qui l'a fait percer par son propre mérite. Et les fans, qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est partagé. Certains se sentent un peu floués par l'image DIY de départ. D'autres disent que le talent est là, que c'est ça qui compte, ou que de toute façon l'industrie fonctionne comme ça, avec des réseaux. D'autres s'inquiètent un peu de l'impact sur les artistes vraiment indépendants sans ces connexions. Ça pose la question de l'authenticité, cette image faite maison face à la réalité des connexions.
C'est un débat hyper actuel, hein. Tout à fait. Ça résume bien le parcours de Clairo. Une ascension fulgurante, une évolution musicale intéressante, une base de fans solide, mais aussi cette ombre persistante du débat sur le privilège et l'authenticité. Donc pour synthétiser, une trajectoire musicale claire, du viral au soft rock reconnu, une communauté de fans très active et ce questionnement récurrent sur son point de départ. Et ça nous amène à une réflexion peut-être. Aujourd'hui, on a accès à tellement d'infos sur les artistes, sur leur parcours. Est-ce que savoir tout ça, y compris les histoires de privilèges ou de réseaux, ça change notre façon d'écouter leur musique? Quelle part on accorde à l'histoire derrière l'œuvre et quelle part à l'œuvre elle-même finalement?